Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh ben écoute, c'est parti. Bienvenue Loïc sur le podcast. Super content de t'accueillir au micro des Frappés après, j'ai envie de te dire, après plusieurs années, je pense, passées à écouter le podcast. Ça fait plaisir de te recevoir pour que tu puisses partager ton parcours. Pour le coup, le plaisir est partagé depuis le temps justement que j'écoute et qu'on essaie de se caler un truc. C'est clair. Ça va être intéressant. Ça fait un moment. Ouais, carrément. Alors Loïc, je te cache pas, je suis vraiment impatient d'écouter ce que tu vas pouvoir nous partager aujourd'hui parce que tu as un parcours. En tout cas, une partie de tes occupations, puisque tu es quelqu'un de très occupé, mais une partie de ce que tu fais, c'est quelque chose que je connais pas du tout et pour le coup, dont on n'a jamais parlé sur le podcast. Il y a des dépassements physiques, mentaux, mais on n'avait jamais parlé pour le moment de mémorisation, de comment entraîner son cerveau, de booster son potentiel, puisque je suppose ça va être de ça quand même. Enfin, c'est sans doute de ça dont il s'agit dans ce que tu fais. Donc voilà, vraiment, vraiment impatient de parler de ça. Là, je pense qu'il y a tous les gens qui nous écoutent qui sont là, quoi, comment ça entraîner le cerveau, de quoi on va parler. Donc, dans les grandes lignes, Loïc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et tes centres d'intérêt du moment? Alors du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Loïc Roch. Actuellement, je suis ingénieur en cybersécurité. En parallèle de ça, je réalise une licence d'histoire avec un projet de faire un doctorat sur les langues anciennes plus tard. Et donc, j'ai, on va dire, un parcours assez atypique dans le sens où j'ai fait donc des études en informatique. En parallèle, j'ai fait aussi un diplôme universitaire en sciences criminelles parce que dire que je suis intéressé par beaucoup de choses, un peu trop, et je passe mon temps à apprendre dans différents domaines. Et donc, ça a été notamment grandement facilité par les techniques de mémorisation que j'ai pu apprendre durant ma scolarité, on va dire. Excellent. Donc, t'es criminologue? Je sais pas si c'est un titre. En soi, j'ai fait le un diplôme universitaire, donc j'ai des connaissances sur du coup le domaine de la criminologie, donc aussi bien médecine légale, psychiatrie criminelle, psychologie criminelle, et j'en passe. J'ai été réserviste aussi à la gendarmerie. Ok. Mais je me suis un peu éloigné de ça en étant devenu ingénieur en cybersécurité parce que c'est plus au sein des entreprises que plutôt face au phénomène criminel, on va dire. Ok. Donc concrètement, et évidemment tu ne partages pas ce que tu ne peux pas ou ne souhaites pas partager, mais un ingénieur, ingénieur en cybercriminalité, c'est ça le terme Cybersécurité. Cybersécurité, autant pour moi. Ouais. En cybersécurité, ton taf, c'est quoi? C'est globalement de faire des tests, vérifier que tout ce qui est en place d'un point de vue cyber dans les boîtes soit fiable pour éviter les hackings et ce genre de choses. C'est ça dans la grande ligne? Moi, je suis plus orienté sur la protection des données. D'accord, ok. Donc, tous les outils et mécanismes qui vont être utilisés pour protéger les données des entreprises pour lesquelles je travaille. Donc, que ce soit aussi bien sur les postes des utilisateurs que sur les données en mouvement, on va dire. Et donc, en s'appuyant sur des outils de cryptographie pour assurer la sécurité. Donc, c'est plus du maintien en condition opérationnelle des outils de sécurité pour assurer justement la protection des données. Ok, donc typiquement les échanges par mail, ce genre de choses, faire en sorte que tout ça soit crypté, ça fuite pas, qu'on se retrouve pas avec, comme récemment, des dizaines de millions de données de Français accessibles en clair sur Internet. Ok. C'est ça. Du moins les protéger si jamais il y a une fuite de données dans l'entreprise. Ok.
Alors, ça me fait penser, je sais pas si tu connais le podcast Darknet Diaries? Non, Ça te non, parle je pas? connais pas du tout. Je te l'enverrai. Darknet Diaries, s'il y en a qui veulent aller écouter, c'est un podcast en anglais. Je crois que c'est devenu l'un des plus gros podcasts US sur le sujet de la tech. C'est un gars qui a, comme toi, un background en cybersécurité et qui fait des interviews. Alors, c'est des montages hyper travaillés pour parler de la partie podcast. Il y a beaucoup de de mise en scène entre guillemets audio. C'est assez agréable à écouter et il fait son pitch d'intro, c'est les histoires vraies du darknet. Bon, après ça évolue, il n'y a pas que le darknet, tu vois, il parle de Ouais, les crypto sujets scam, annexes. etc. Mais c'est méga intéressant. Souvent, il y a des gens qui font des pen tests, des tests de pénétration dans des boîtes, que ce soit en physique, en informatique, enfin en digital. Et c'est absolument passionnant parce qu'en fait, tu captes que pour quelqu'un comme moi qui aime bien, tu vois, enfin, qui aime bien la tech. Je suis pas du tout un tech, tu vois, mais j'aime bien me pencher sur les nouvelles technologies. Je travaille longtemps chez Apple, donc tout ça, ça m'intéresse un peu. Mais en fait, chaque fois que j'écoute ces épisodes, je me rends compte que je capte absolument rien et que le niveau d'expertise des hackers et compagnie est absolument extrême, tu vois. Donc, ils partagent souvent des histoires où tu dis c'est pas possible qu'un truc comme ça existe et puis fonctionner Pour le coup, sur du vol de données ou autre, tu vois. ce que je trouve génial dans ce genre de process, en tout cas pour le pentest, par exemple, c'est que ça va vraiment simuler de A à Z un processus criminel, dans le sens où les pentests, des fois, ça va être, en fait, tu vas être payé par l'entreprise pour trouver un moyen de limite cambrioler l'entreprise, ou du moins de Ouais. pénétrer illégalement dans l'entreprise pour récupérer les informations. Donc c'est vraiment au niveau physique ou virtuel, du coup. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un aspect où, enfin, tu vois, moi, dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, à aucun moment je me suis dit, non, mais là, en fait, on nous demande de fermer cette porte dans des bureaux parce que, tu vois, c'est important, je vais le faire. Je me dis, ah, c'est bon, vas-y, tu vois, je mets une cale, je mets un papier plié sur lui-même, je fais une cale et puis comme ça m'évite de l'ouvrir 20 fois par jour. Et là, ils te racontent des histoires, en fait, de pentesters qui, exactement ce que tu dis, qui sont payés. Leur objectif, c'est de rentrer dans une salle bien particulière de l'entreprise et de prendre une photo pour confirmer qu'ils étaient là d'un ordinateur avec une clé USB branchée, tu vois. Et donc le pen tester t'explique, il tente de se faire passer pour des gens de livraison, tu vois, de la livraison de matériel. Ils passent par des fenêtres, ils attendent la nuit. Tu te dis ah ouais non mais en fait ça existe vraiment du vol de données industriel. Ou même aller prendre, surveiller l'entreprise et aller prendre en photo ceux qui sont en train de fumer une cigarette dehors pour photographier le badge et le reproduire de leur côté Ah, avec c'est du fou. matériel dédié. Ah, c'est fou, c'est fou. Dernière petite anecdote sur le sujet, tu vois, que j'avais trouvé complètement dingue. Il y avait un épisode où il parlait tu sais, je crois que ça s'appelle les normes TSA, les valises, etc. dans les aéroports. En fait, le personnel d'aéroport, ils ont des clés qui ouvrent n'importe quelle serrure de valise pour les contrôler. Ok. Je crois que c'est une norme américaine, c'est TSA. Enfin, il me semble que c'est ça, hein. Et en fait, tu as peut-être 5 ou 6 clés différentes avec lesquelles ils peuvent ouvrir n'importe quelle serrure de valise. Et en fait, tu avais un magazine qui avait fait un article sur ce sujet. Et la couverture du magazine, c'était le trousseau de ces fameuses clés en pleine couverture, tu vois. Et en fait, t'as un gars qui a pris avec cette couverture, qui Génial. a fabriqué en 3D les clés et qui s'est retrouvé avec des clés. Mais alors que c'est un truc, c'est hyper protégé, tu vois. C'est personne a ses clés, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez. C'est un bon reminder à chaque fois qu'en fait, il faut être méga vigilant, que ça arrive pas qu'aux autres et que ouais, en fait, faut faire un peu attention à ses données, etc., quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, toi, tu as entre guillemets, des déformations pro, c'est-à-dire que tu fais gaffe un peu tu vois, à ta présence sur les réseaux, tes mots de passe, à ce genre de sujet. Alors je sais que, en fait, durant notre formation à la fac, on a dû mener respectivement sur nous-mêmes une enquête pour voir toutes les informations qu'on pouvait trouver sur nous-mêmes. Ok. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des mots de passe à moi qui avaient fuité et que j'ai retrouvé sur des sites très douteux. Mais, euh, mais du coup, ça reste un bon moyen de savoir ce qui est sur Internet. Encore, j'avais pas forcément beaucoup de compétences à l'époque et j'ai trouvé des informations. Alors maintenant, qu'est-ce que je trouverais? Ouais. Mais du coup, en termes de déformation, en soi, c'est surtout d'utiliser des gestionnaires de mots de passe pour éviter de se prendre la tête avec les mots de passe. Parce que généralement, c'est vraiment en fait, le choix entre confort et sécurité. Mhm. Si je choisis la sécurité, je vais avoir des mots de passe
plus compliqué, mais du coup, c'est moins évident de s'en souvenir. Et à l'inverse, si je veux avoir plus de confort, ben, je choisis des mots de passe très simples, mais dans ce cas-là, la sécurité, c'est c'est jeté, quoi. Hmm. Donc c'est pour ça, c'est surtout je fais attention à ça et globalement, je me méfie de tout sur internet, que ce soit par les mails ou les sites ou autres. Et je pars du principe que à partir du moment où mon PC est connecté à internet, c'est comme s'il était déjà corrompu. Ok. Donc en fait, je pars de ce principe-là, donc ça me permet aussi de relativiser et me dire bon bah c'est je vais pas être parano non plus, quoi. Ouais. C'est quoi alors on est un peu loin des thématiques habituelles des frappés, mais je trouve que enfin, les frappés, c'est aussi, tu vois, cette curiosité de s'intéresser à des univers qu'on connaît pas trop. Enfin, moi, c'est un univers qui m'attire beaucoup, mais je suis absolument pas un expert comme toi, absolument pas. Mais voilà, je te disais, j'ai un peu ce penchant pour la tech, etc. Donc, je serais curieux de savoir, c'est quoi d'un point de vue pro, dans ton job, dans les entreprises pour lesquelles tu travailles, c'est quoi les erreurs, on va dire, à la fois les plus fréquentes et les plus dramatiques entre guillemets que tu vois d'un point de vue tu vois, sécurisation des données? Bah, pour le coup, je pense que c'est la même chose, les mots de passe. Ah Parce oui, que en fait, les gens, ils vont, comment dire, sous prétexte d'être dans un environnement professionnel, ils peuvent justement se laisser aller en se disant, bon, ben, l'entreprise est sécurisée, je peux mettre un post-it avec mon mot de passe, typiquement. ouais, ouais. Euh, ou, euh, ou à l'inverse, utiliser tout le temps le même mot de passe. Et dans ce cas-là, ça va faciliter grandement l'attaque du système par un attaquant. Et du coup, c'est vraiment la source de problème de manière globale, en tout cas de mon point de vue, sur la protection des données. Et c'est pour ça que j'encourage vivement les gens à utiliser des gestionnaires de mots de passe pour justement tout stocker à un seul endroit, protégé par un mot de passe, du coup plus ou moins fort, mais idéalement fort. Et comme ça permet d'éviter de se prendre la tête en fait avec les mots de passe, tout en ayant des mots de passe suffisamment sécurisés sur tous les comptes ou autres. Parce que généralement dans les entreprises, enfin d'autant plus en sécurité, on va multiplier les comptes, des comptes utilisateurs ou techniques, dédiés à chaque infrastructure ou environnement ou site, ou voilà, on va vraiment avoir des comptes pour chaque site, par exemple, et du coup avoir un mot de passe différent pour chacun d'entre eux, ça permet de renforcer énormément la sécurité, mine de rien. Et c'est là où un gestionnaire de mots de passe, ça permet de ne pas se prendre la tête et avoir des mots de passe robustes. Hmm. Tu penses que ça va disparaître les mots de passe? Est-ce que tu vois la démocratisation par exemple et je sais pas à quel point ils sont fiables, je sais pas s'il y a des normes, etc. Mais par exemple les lecteurs d'empreintes digitales qu'il y a sur. Alors moi j'ai un Mac à la maison, je suppose que ça doit exister sur les PC aussi, mais est-ce qu'à terme on va plutôt vers ça, où on n'aurait plus de mot de passe, mais je sais pas, de la lecture, tu vois, Ouais, la un lecture autre de moyen l'iris ou. d'authentification. Ouais, exactement. Bio Euh, finalement. oui. Pour le coup, enfin, en soi, quand je dis mot de passe, c'est aussi phrase de passe ou, enfin, Ouais. globalement, quelque chose qu'on a à mémoriser, du coup, à retenir pour sécuriser une connexion ou des données. Je dirais que ça aurait tendance justement à évoluer vers ça. Après, je pense que ça reste assez, assez peu évident dans le sens où, supposons que ce soit justement un lecteur d'empreintes. Bah, pour un attaquant, bon, c'est exagéré, mais juste trouver un moyen de récupérer les empreintes de quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit si compliqué que ça Ouais. à reproduire. Donc il y a ça comme problématique. Et après, la phrase de passe, dans un sens, si on utilise bien son cerveau, théoriquement, on peut stocker un mot de passe assez important dans son cerveau. Et de là à lire dans les pensées, ce sera quand même toujours plus compliqué. Ouais. Donc, Après, ça, c'est un champion de mémorisation qui nous dit ça. Donc, bon. Mais tu vas nous parler des techniques, justement. C'est ça qui est intéressant. Euh, ok, ouais. Donc, toi, tu dis, bon, ouais, il n'y a rien de plus sûr, finalement, que notre propre cerveau. parce qu'en enfin, en soi, oui, c'est ça, c'est que c'est pas tellement l'origine comment dire, des données qui va permettre de chiffrer une authentification
voilà. C'est pas son origine, donc le mot de passe ou la biométrie, c'est vraiment la manière dont ça va être stocké par la suite aussi qui va Ouais. influencer dessus, quoi. Oui, c'est vrai que si tu passes à de la biométrie, mais qu'au final, les données biométriques sont à câble, bon, t'as C'est pas ça. gagné Et le grand-chose, quoi. Ouais. résultat, finalement, ça va être le même. Les données biométriques, elles vont être Ouais. converties en binaire et c'est équivalent à un mot de passe. Bon, certes, beaucoup plus compliqué, mais la finalité, c'est qu'il y a des binaires qui vont permettre de protéger une connexion. Ok. Comment tu fais dans ton domaine où je suppose que tout va extrêmement vite? Je serais assez curieux que tu nous parles d'ailleurs de l'impact de l'IA ces dernières années. Comment tu fais pour rester un peu à la pointe, vigilant sur toutes les nouveautés qui arrivent et tu vois, continuer à te former en fait en permanence? Bah, c'est là où j'ai l'avantage d'être bah, depuis toujours finalement dans une position d'étudiant aussi. Parce que Mhm. je suis à la fois du coup ingénieur en cybersécurité, donc dans le monde du travail, et en parallèle je suis étudiant, donc je suis confronté à l'arrivée de ces nouvelles technologies entre guillemets, et, euh, et donc ça me permet de me forcer à chaque fois à m'adapter en fait à ça. Et typiquement, si on prend les modèles les modèles génératifs comme ChatGPT ou Gemini, euh, ben, faut le voir vraiment comme un outil en plus en fait, qui va accélérer le travail qu'on peut avoir à faire. Donc c'est vraiment des outils supplémentaires et plus comment dire, plus c'est populaire, plus ça va être aussi une source de menace pour les outils Oui. de sécurité. Donc dans un sens, on est obligé de se renseigner sur ces nouveautés-là. Je sais pas si j'ai répondu. Ouais, carrément, ouais. Ouais. Méga intéressant. Et toi, ça a changé la manière dont tu travailles au quotidien? Est-ce que ça t'a apporté de nouveaux outils, cette montée en puissance de l'IA? Ou au contraire, ça a juste créé pour le moment des menaces nouvelles et pas encore vraiment de services intéressants d'un point de vue sécurité? En soi, en termes de juste si on parle de la partie menace, en tout cas pour les IA génératives, le principal problème, en tout cas au sein des entreprises, ça va surtout être la fuite de données. Les personnes, elles vont mettre des données confidentielles dans ChatGPT, par exemple, Ah en oui. lui disant, par exemple, de reformuler le truc, sauf qu'elle va lui filer des données confidentielles. Donc, il y a ce genre de problématiques qui apparaissent. Mais sinon, si on fait vraiment attention à ça, qu'on enlève les informations sensibles, on va dire, des prompts, ça permet d'accélérer le travail là où on va perdre du temps sur par exemple, je sais pas, sur un code erreur par rapport à un incident. Avec, avec des IA génératives, ça va aller récupérer les informations des Microsoft ou Google et les condenser pour avoir une information plus rapide. En fait, ça permet d'accélérer plutôt de manière conséquente la recherche d'informations. OK. OK. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes et se rappeler que c'est une IA générative et que Oui, c'est pas il peut c'est inventer des pas un conneries oracle, aussi. quoi. Ouais, Oui, c'est c'est ça. clair. Ouais, moi, j'ai déjà eu le cas où ouais, clairement, il a inventé n'importe quoi. Avec beaucoup d'assurance, tu vois, parce que justement, comme c'est le principe que ce soit un langage humain, tu te dis, ah, ok, d'accord. Mais en fait, non, c'était absolument n'importe quoi. Après, de la même manière pour la licence d'histoire, par exemple, que je réalise, bon, on va y revenir après pour l'apprentissage des connaissances en elles-mêmes, mais du coup, une fois que les connaissances sont acquises et plus ou moins maîtrisées, discuter directement avec une IA générative, ça permet aussi de voir les erreurs qu'elle va dire et de consolider les connaissances en les liant entre elles, si on a des problèmes par rapport à ça. Donc, c'est aussi un outil pour apprendre qui est assez intéressant. T'as un exemple pour illustrer ça? Mais en tout cas, je peux juste expliquer, on va dire, ma manière Ouais. d'apprendre. Moi, dans ma manière d'apprendre, je vais apprendre dans les cours que j'ai, je vais lister toutes les dates, par exemple. Dans un second temps, je vais lister tous les concepts. Toutes les dates, je vais les apprendre du coup avec mes techniques de mémorisation. Tous les concepts, je vais les apprendre de la même manière. Et après, je vais avoir du mal à les lier, parce que l'idée, c'est que pour bien maîtriser les connaissances, il faut les lier entre elles. Enfin, plus c'est lié avec d'événements avant, après, autour, plus elles vont être comprises et pouvoir être restituées facilement.
Et c'est là où, par exemple, un cours, s'il est mal expliqué, ça va complexifier la chose. Alors que à côté, si par exemple, je demande à ChatGPT de me poser un sujet de dissertation, j'essaie d'y répondre en lui disant, ok, j'ai ces connaissances-là, je crois que ça va avec cet événement-là et tout. Étant donné que j'ai les connaissances, il peut pas me dire de bêtises. Ouais. Par contre, pour les faire interagir entre elles, ça va m'accompagner, on va dire, sur cette démarche-là. Donc, ça va permettre de les lier plus facilement. Ok. Là, j'ai pas d'exemple concret, mais voilà, je m'en sers beaucoup pour ça. Après, c'est aussi, en fait, c'est comme un prof ferait en fait, dans le sens où il va t'accompagner. En tout cas, si tu configures le prompt de la bonne manière, il va t'accompagner dans ton apprentissage plutôt que te dire, c'est ça et ça les trucs que tu dois apprendre. Mhm. Ultra intéressant. C'est quoi ta période historique favorite pour le moment? Euh, Étant donné que c'est mes projets de recherche, L'Antiquité. c'est ça, Ouais. l'Antiquité. Après, j'aime beaucoup aussi l'époque moderne parce qu'il y a eu beaucoup de figures intéressantes, mais quand même l'Antiquité pour le fait qu'il y a finalement pas, il y a finalement beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Tu veux dire des choses qu'on a oubliées? Oui, enfin qu'on a, typiquement sur les langues anciennes, il y Ah a oui, d'accord, ouais, pardon. Ouais. pas mal Ok. de langues où finalement on sait pas du tout les déchiffrer, on sait pas Ouais. de quoi ça parle, ou du moins partiellement. Super intéressant. Et sur l'Antiquité, pour finir là-dessus, il y a une géographie en particulier qui t'intéresse ou pas vraiment? C'est plus la période globale. Bah, plus autour c'est encore une fois, c'est étant donné que j'ai des projets de recherche sur le linéaire A, c'est une langue qui n'est pas encore ou partiellement déchiffrée. C'est plutôt au niveau de la zone méditerranéenne. Ok. C'est quoi le linéaire A? J'en ai jamais entendu parler. C'était une langue qui était utilisée en Crète, il me semble. Et du coup, du coup un ancêtre du linéaire B qui lui-même est un ancêtre du grec ancien. D'accord. Si je simplifie Ok. la chose. Méga intéressant. Ok. Waouh. Très bien. Ça La fait une bonne entrée en mémorisation. matière. Ouais, voilà, exactement. Bonne entrée en matière. Ce qui nous amène à la mémorisation. Mais peut-être juste avant la mémorisation, enfin, de manière générale, c'est quoi tes centres d'intérêt? Enfin, comment est-ce que tu en arrives en fait à un moment donné à te dire je vais faire des compétitions de mémorisation et au-delà de participer à des compétitions, faire partie des tout meilleurs? Comment tu découvres ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en termes d'émotions pour te dire ah, ça me plaît, je veux en faire plus? Et voilà, déjà commençons par ça, c'est pas mal. Alors pour le coup, je dirais que l'origine de ça, c'est le fait que j'ai tout le temps eu envie d'apprendre et de m'améliorer finalement. Et donc j'ai toujours été à la recherche de techniques pour optimiser mon apprentissage ou mon rapport à l'autre ou mon rapport à moi-même par exemple. Et, euh, et notamment avec les cours, ce qui me gênait, c'était que pour pouvoir bien comprendre les cours, il fallait du coup apprendre une certaine quantité de connaissances. Et donc ça passait par du par cœur et Mhm. c'était un bon moyen de dégoûter les élèves, je pense. Et, euh, et donc ça, c'était une des premières raisons qui a fait que déjà, je pense au collège, au collège, je m'intéressais déjà au japonais, je pense, et au russe. Et je commençais du coup à m'intéresser aux techniques de mémorisation de loin, donc avec les vidéos de Fabien Olicard. Et donc je commençais déjà à connaître les techniques. Et du coup, quand je les ai connus à cette époque-là, et je les ai d'autant plus exploités pour mon bac, je me suis dit, en fait, avec ces techniques, j'ai plus besoin de faire d'efforts pour la partie apprentissage par cœur. Et maintenant, pour mes études, en fait, j'aurais juste à me concentrer sur la partie compréhension pour vraiment prendre du plaisir finalement. Donc Ouais, ça, t'as craqué le code, quoi. c'est ça. C'est en gros. En fait, avec les outils, ça te demande alors relativement pas beaucoup d'efforts. Et finalement, à côté, enfin, je pouvais tout apprendre là où les autres pouvaient avoir des problèmes. Donc
C'était un bon moyen de gagner pas mal de temps et pouvoir me concentrer sur d'autres projets qui m'intéressaient à l'époque. Ok. Donc ça, c'était la première partie de ma découverte des techniques. Et ensuite, la seconde partie, c'était, je pense, il y a 5 ou 6 ans, je pense. Euh, il y a 4 ans, plutôt. Il y a 4 ans, en fait, plus ça allait, donc dans mes études, plus je me lançais des projets en parallèle. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans les projets, c'est surtout le fait de pas être sûr de pouvoir les réaliser. Donc, le projet que j'avais eu, c'était en 2022. C'était alors, je ne recommande absolument pas de faire ça, de me dire, bah, ok, j'ai 3 mois. Enfin, je me suis inscrit à un trail de 50 km. Je courais plus du tout à l'époque. Je me suis dit, bon, ben, j'ai 3 mois pour me préparer à ce trail. Et finalement, je me suis concentré à bien faire un plan de bataille, on va dire. Et je l'ai appliqué à la lettre. Et finalement, bon, le jour du trail, évidemment, c'était l'UT4M. Et c'était le 49 km qu'il y avait. Et le jour du trail, ils l'ont coupé en deux parce qu'il y avait de la canicule, en fait. Et il y avait beaucoup de malaise pendant la course et tout. Donc ils l'ont coupé en deux, ça a été arrêté à 26 km. Et moi, de mon côté, sur cette épreuve-là, au final, les 26 km s'est passé sans souci. Et après, avec une pote, après le trail, pour au moins atteindre les 30 km, on a continué de courir justement après le trail. Mais du coup, en 3 mois, je me suis dit, bon, ben, finalement, j'ai réussi à le faire. Alors, c'est pas forcément fifou parce que on finit par le payer, je pense, un jour ou l'autre, ben, sur les articulations ou autre. Donc, je recommande pas forcément, mais bon, c'était aussi intéressant de voir ça. Et, Je euh, suis en et train de regarder. Je suis quasi sûr que on en avait parlé sur. On avait échangé là-dessus sur Instagram. Parce que tu m'avais parlé d'un autre projet le long du canal sur plus de 2 ou 300 kilomètres, je alors me rappelle plus trop. ça, je l'ai pas fait. Tu l'avais pas fait au final, mais J'aimerais bien le faire un jour. Je le garde toujours en tête. ouais. Mais bon, pour l'instant, je suis plus sur les Infinity Trail en ce moment. On pourra y revenir après. Ok. Donc Euh, Infinity Trail, c'est dernier debout à gagner en gros, c'est ça? c'est ça. Mais pour le coup, enfin pour l'instant, j'ai plus testé qu'autre chose. Et là, donc en juin, il y en a un à Toulouse, ou du moins à côté de Toulouse, auquel je vais participer. Donc j'espère au moins battre mon record sur ça. Trop bien. Et du coup, oui, donc après ce trail, je m'étais dit, bon, ben, quel est le prochain défi que je peux me lancer? Et à l'époque, il y a la lecture rapide qui m'intéressait, mais comment dire, la manière dont sont faites les épreuves, ça m'a mis pas mal de doutes sur le sujet. Et à ce moment-là, en plus, les championnats venaient d'être passés. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire comme autre championnat où je ne connais absolument rien et je me mets une deadline pour le faire. Et il se trouve que 2 mois après, enfin 2 mois et peut-être une semaine, 2 mois et une semaine après, il y avait les championnats de France de mémorisation où, où il y avait un certain niveau et je connaissais plus les techniques. En soi, je connaissais les techniques, mais je les avais plus pratiquées depuis longtemps parce qu'en informatique, il y a beaucoup moins de par cœur. Parce que oui, du coup, j'ai choisi la filière où il y avait le moins besoin d'apprendre par cœur et le plus de comprendre, donc super. Et donc oui, 2 mois après, donc j'avais les championnats, donc je m'y suis inscrit. Et en plus, c'était en pleine vacances d'été, donc j'avais le champ libre pour ça. Et donc de la même manière, j'ai défini un plan de bataille. Je me suis dit, bon, bah, les épreuves qui rapportent le plus, là où je me sens le plus à l'aise et tout. Et du coup, en 2 mois et demi, je me suis entraîné. Bon, en tout cas, à cette période-là, je pense que j'étais entre 4 et 6 heures par jour. Ah oui, ok. Voire plus. Je Ouais. pense que des fois, je passais facilement 8 heures par jour à m'entraîner. Wow. Au final, à ces championnats-là, j'ai fini, parce que du coup, les championnats de France, c'est découpé entre Open de France, où c'est ouvert à l'international, et il y a le classement championnat de France, où c'est que les Français. Ok. Et alors, je sais que j'avais fini meilleur espoir, donc meilleur débutant français, troisième meilleur français, et je sais plus, dans les 10 premiers, je crois, sur l'Open de France, Wow, sachant que hallucinant. je sais plus, on était entre 30 et 50, je sais plus trop.
Mais du coup, j'étais assez content de moi. Et donc, ça m'a donné envie un peu plus de continuer parce que j'ai vu qu'en 2 mois, j'avais atteint un relativement bon niveau, en tout cas pour la France. Et donc, ça m'a donné envie de repousser un peu plus mes limites. Mais alors attends, une compétition de mémorisation, donc ça consiste en quoi? C'est différents types d'épreuves, c'est la même épreuve qui monte en intensité. Concrètement, t'es évalué sur quoi? Alors, il y a plusieurs types de compétitions. Il y a les compétitions en ligne aussi, Ok. où ça va être, alors, je vais les décrire une par une. Mais du coup, il y a les compétitions en ligne. Donc là, c'est pour les championnats de France, c'est donc pas en ligne. Les compétitions en ligne, c'est 6 épreuves. Enfin, 6 épreuves. Il y a 6 domaines différents et c'est des épreuves qui dépassent pas la minute en général. Et donc les épreuves, ça va être par exemple mémoriser 80 chiffres en moins d'une minute. Donc Quoi? Oh punaise! 80 chiffres en moins d'une minute? bah, il va y avoir ça. Du coup, enfin, en moins d'une minute. En général, enfin, typiquement, moi, je crois que je tournais à l'époque entre 20 et 30 secondes, sachant que le record du monde. Là, les derniers records, je les ai regardés un peu avant le podcast, ça tourne autour de 10 secondes, les 80 chiffres. Mon Et, Dieu. et à côté, enfin, typiquement, bon, on pourra y revenir un peu plus tard, mais moi, avec les techniques, enfin, une technique que j'ai créée, théoriquement, je pourrais avoir les 80 chiffres, je pense, en 7 secondes. Mais ça demande énormément d'entraînement et je ne sais pas si je suis prêt à investir dedans. Attends, mais c'est absolument lunaire là ce que tu racontes. 80 chiffres en 7 secondes. Enfin, même déjà 10 secondes, c'est Oui, pour complètement. le coup, c'est déjà pas mal. Mais bon, Non, mais attends, c'est. mais voilà, va falloir que tu nous expliques comment on fait tout ça. Alors, Mais parce je que. vais finir peut-être Ouais, pardon, les vas-y, épreuves. ouais, j'allais dire, ouais. Du coup, après, il va y avoir des épreuves de donc mémoriser un paquet de cartes en moins d'une minute, un paquet de 52 cartes, mémoriser des mots, donc 50 mots en une minute. 50 mots, c'est déjà assez compliqué. 50 mots. Il va y avoir mémoriser l'ordre de 30 images, même chose en une minute. Mémoriser des noms associés à des visages et la même épreuve, mais des noms internationaux. Donc tu peux avoir des noms asiatiques retranscrits en alphabet latin que tu dois mémoriser associés à un nom. Sachant que si tu te trompes, par exemple, d'une lettre, ben, tu as 0 sur le truc. Donc voilà, ça c'est les épreuves en une minute. Au championnat de France, il y a 5 épreuves de chiffres, 2 épreuves de cartes et 3 épreuves variées, on va dire. Sur les 3 épreuves, donc on va retrouver les images, les mots et les visages. Sur les épreuves de cartes, donc mémoriser un paquet de cartes, il va y avoir mémoriser un paquet de cartes dans la limite de 5 minutes. Ok. Parce que les épreuves, en général, elles tournent autour de 5 minutes sur les championnats nationaux. Et il va y avoir aussi mémoriser le maximum de paquets de cartes en 10 minutes. Et il va y avoir 5 épreuves de chiffres. Donc mémoriser le maximum de chiffres en 5 minutes, le maximum de chiffres en 15 minutes, le maximum de chiffres binaires, donc des 0 et des 1, en 5 minutes. Bon. Euh, mémoriser des dates fictives. Donc par exemple, la première fois qu'une chaussette a traversé la route. Et la date, ça va être 634. C'est des fausses dates, mais du coup, c'est un mécanisme aussi. Et pour moi, la pire épreuve, c'est les spoken numbers. Donc, tu as des chiffres, un chiffre annoncé par seconde à l'oral, en anglais, et tu dois en mémoriser le maximum, sachant qu'à la première erreur, c'est fini. Donc, par exemple, tu vas mémoriser, je sais pas, 30 chiffres. Au 31e, si tu, enfin, je sais pas, au 3e, si tu fais une faute, ben, tu as 2 points. Donc, c'est assez violent comme épreuve. Et, et du coup, tu as des temps d'attente avant de pouvoir restituer. Donc, par exemple, pour les spoken numbers, vu que l'épreuve elle peut durer jusqu'à 6 ou 7 minutes, si tu as mémorisé que les 30 premiers chiffres, tu dois attendre à la fin pour pouvoir restituer ton résultat. Et au niveau des épreuves internationales, donc Europe, mondiale, ça va être les mêmes épreuves, mais sur des durées du style 15 minutes, 30 minutes ou maximum de chiffres pendant 1 heure, ou maximum de paquets de cartes pendant 1 heure. Ok, pour être tout à fait honnête, t'écouter nous expliquer tout ça, tu m'as plongé en état de stress là, parce que j'essaie de visionner, tu vois, ta dernière épreuve de la mort absolue où il t'annonce un chiffre en anglais toutes les secondes.
Abominable. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est quand même... d'accord. Bon, c'est intéressant parce que c'est assez varié. J'avais en tête, tu vois, cette notion de mémoriser une liste de chiffres de mots, mais je savais pas que c'était aussi, ça se déclinait aussi sur des images ou. Après, il y en a par exemple qui se spécialisent que sur une épreuve et qui ne font pas les autres ou qui les font à moitié. On a un Français qui a eu le record du monde des images pendant un moment et il faisait que les images, par exemple. Mais c'est quand même plus rare. Les gens en général préfèrent faire toutes les disciplines. Pour revenir, juste maintenant que tu nous as expliqué tout ça, Ouais. pour revenir sur ce que tu évoquais un peu plus tôt, j'ai bien compris quand tu disais que tu avais une technique, enfin que actuellement tu étais quasiment capable de le faire, mais que tu avais potentiellement développé une technique qui te permettait de mémoriser 80 chiffres en moins de 10 secondes. C'est ça? C'est ça que tu as C'est dit, ça. hein? Oui. D'accord. Ok. Non, mais ça me paraît tellement lunaire que je voulais être sûr que j'avais bien compris. Ok. Alors, si on revient à la base, puisque tu expliquais que tu as découvert ces notions de mémorisation, ces outils et techniques à la base pour tes études avant même le bac, hein, si j'ai bien Oui, compris. c'est bien ça. Aujourd'hui, tu as quel âge d'ailleurs, Loïc? C'est pas J'ai précisé. 25 ans. Tu as 25 ans, ok. C'est quoi l'exercice enfin la méthode, l'exercice de base d'entrée dans l'univers de la mémorisation, on va dire. Si tu devais l'expliquer à quelqu'un comme moi qui a jamais été confronté et qui a toujours appris en faisant globalement du par cœur, en tout cas d'un point de vue scolaire. Euh, la principale technique, après il y en a d'autres parallèles, mais la principale, ça va être le palais mental. Donc ça va consister à tu choisis un lieu que tu connais, donc tu maîtrises parfaitement. Donc moi le premier c'était la maison de mes parents. Tu vas définir un trajet dans ce lieu. Donc moi c'était de mon lit jusqu'à la porte d'entrée puis jusqu'au portail. Et sur ce lieu, donc il faut que tu sois capable de le visualiser. Sur ce lieu, sur ce chemin, tu vas placer les éléments que tu dois mémoriser. C'est aussi simple que ça. Donc par exemple, moi je sais que le premier emplacement que j'avais, c'était la fenêtre de ma chambre. Le deuxième, c'était le lit de mon frère, puis la chambre de mes parents, puis une autre fenêtre, puis le canapé, et ainsi de suite. Et à chaque emplacement, tu vas placer les éléments que tu dois mémoriser. Donc si par exemple tu dois mémoriser une éponge, pour une liste de courses par exemple, une éponge à ma fenêtre, j'ai imaginé une énorme éponge à ma fenêtre qui donne des coups de pied justement dans ma fenêtre pour essayer de rentrer. Après, par exemple, je sais pas, si je dois mémoriser du ketchup ou des tomates, j'ai imaginé sur le lit de mon frère qui a comme du sang partout. Et le sang, ça va simuler, on va dire, les tomates. Et vraiment, c'est en D'accord. faisant ce processus que tu vas pouvoir mémoriser pas mal de choses et tu vas être limité par la taille de ton palais mental. Donc ça, c'est un palais mental simple. Euh, Moi, je Donc sais là, que je c'est de dois faire... la visualisation en fait. C'est C'est 100%. énormément de visualisation. Ouais, ok. C'est quasiment que ça, j'ai envie de dire. Ok. Mais du coup, avec, il y a différents types de palais mentaux. Donc ça va être par exemple une pièce ou une maison. Moi, j'aime bien que ce soit de manière générale en extérieur ou je mélange les deux du moins. Et par exemple, je sais que bon, j'ai pas mal de palais mentaux. Et du coup, par exemple, la ville où j'ai grandi, à Moissac, à côté de Toulouse, je connais ma ville quasiment par cœur. Et l'entièreté de ma ville, c'est mon palais mental. Donc, je peux me balader dans toutes les rues et placer des éléments. Donc, j'ai quand même un parcours défini. Mais du coup, je peux placer les éléments dans ma ville. Et typiquement, pour mes cours, je sais que, enfin, là, sur les partiels, par exemple, que j'ai eu là en janvier, avant mes partiels, je me suis dit, OK, je vais refaire des palais mentaux pour stocker un maximum d'informations. Et dans ma ville, par exemple, je crois que j'ai 2 ou 3 palais mentaux de 250 emplacements. Donc en faisant ça, OK, Ah ouais. tu peux stocker jusqu'à 750 éléments dans un palais mental. Et donc ça, j'ai aussi Toulouse, j'ai aussi Ramonville, là où j'habitais avant. Là, je suis à Villeneuve-Tolosane, donc je vais en refaire un. Mais la limite, c'est le palais mental, globalement. Attends, mais c'est absolument fascinant. J'avais jamais entendu ça. Et par exemple, je sais pas, tu es en train d'apprendre ta thématique du cours du moment, c'est la Première Guerre mondiale. Donc, tu as des dates importantes clés, mais tu as aussi des blocs, enfin, comment dire. euh, alors, plutôt, je vais le tourner sous forme de question.
quand tu parles d'emplacement, un emplacement, c'est quoi? C'est une date ou ça peut être un concept qui englobe plein de choses? Alors ça peut être les 2. En fait, si tu veux, alors le palais mental, c'est généralement utilisé pour des listes ordonnées. Donc par exemple, je sais pas si tu veux Des te dates. souvenir de l'ordre, Ouais. alors des dates, mais aussi si tu veux te souvenir, donc par exemple d'une chronologie ou je sais pas, un règlement par exemple, un règlement avec les 10 points du règlement ou un discours par exemple. Ah oui, d'accord. Ok. Tu veux te souvenir d'un discours, tu vas prendre les mots clés et ces mots clés, tu vas essayer de les retranscrire dans ton palais mental. Et comme ça, en fait, tu te balades dans ton palais mental et t'as ton discours qui revient au fur et à mesure. Ok. En, alors, en quoi est-ce que, parce que du coup, si c'est de la visualisation, en quoi, mais prenons un discours par exemple. Tu vois, je sais pas, je me rappelle en prépa avoir appris un discours de Obama, tu vois, en anglais. Je sais plus lequel. Enfin, je pourrais pas te le ressortir. Non, peut-être que je l'ai mal appris du coup. Mais bon, c'était il y a un moment quand même. Mais euh, moi, je sais que j'apprends, je visualise les choses, tu vois. Donc, mais de manière, par rapport à toi, je suppose extrêmement basique, tu vois, préhistorique. Je voyais la page avec les paragraphes, la plupart des mots, etc. Tu vois. Donc, ça me revenait comme ça. En quoi est-ce que le fait, typiquement, de placer, je sais pas, une phrase, une ligne de chacune de ces lignes de ce discours à un emplacement, en quoi est-ce que c'est plus efficace que de visualiser, tu vois, la page sur laquelle est écrite le discours? Parce que en fait, en faisant ça, enfin, ça permet de, comment dire? En fait, c'est pas vraiment la ligne que tu vas placer, ça va vraiment être les objets à l'intérieur de la ligne. Donc, en faisant ça, tu vas vraiment jouer avec, donc, en partant du principe que tu maîtrises ton lieu, donc tu as beaucoup de sensations, de ressenti par rapport à ce lieu, et en l'associant à l'objet, enfin, aux éléments que tu veux mémoriser, ça va d'autant plus l'ancrer parce que ça fait appel à des émotions qui sont très fortes pour toi. Alors que si tu prends une feuille et que tu essaies de visualiser la page, D'accord. t'as pas plus d'émotions que ça finalement, de manière générale, enfin, sauf pour les D'accord. synesthètes. Ouais. Mais normalement, t'as pas plus d'émotions que ça. Alors que quand tu le visualises dans un lieu que tu connais, tu vas faire interagir le lieu finalement avec l'image ou inversement. Et ça va ancrer plus facilement justement les éléments dans ta mémoire parce que ça fait appel aux émotions. Incroyable. Et c'est pour ça, généralement, pour ancrer plus facilement les images, on va faire, du coup, on va l'associer à des émotions fortes, donc que ce soit la colère, la joie, la tristesse ou par exemple l'excitation sexuelle, ça peut aussi être utilisé pour ça. Et du coup, ça va d'autant plus faciliter l'ancrage dans la mémoire. Donc c'est C'est pour ça que vraiment tu disais une éponge qui donne des coups de pied, le sang sur le c'est lit, ça, plutôt que de juste dire un tube de ketchup posé au c'est soleil. ça. D'accord, ok. Parce que par exemple, l'éponge qui tape à la fenêtre, enfin moi je sais que c'est limite si je ressens les vibrations de la fenêtre quand l'éponge elle tape dedans. Ou par exemple le sang sur le lit, le fait que ce soit visqueux, que ce soit rouge, que ça puisse être dégoûtant, ça l'ancre d'autant plus. Hallucinant. Ok, ouais, donc c'est vraiment triquer son cerveau pour faciliter l'ancrage C'est de ça. quelque chose en fait. Ok. En fait, c'est lui faire croire que c'est des souvenirs, alors que ça n'est pas des souvenirs. Et du coup, vu que c'est censé être des souvenirs, bah, il va l'ancrer plus facilement. J'ai un exemple où justement c'était à l'époque où je me préparais là pour mes premiers championnats. Je m'entraînais sur les plaques d'immatriculation des voitures et euh, et je sais qu'il y avait une image qui m'est restée en tête. C'était Charlie Chaplin qui essayait de s'accoupler avec un pot d'échappement d'une voiture. Et du coup, bon, je crois que c'était Charlie Chaplin, c'était 69, je crois que c'était 2 fois 69 que je devais mémoriser, ou peut-être CP69. Et du coup, Charlie Chaplin, donc pour le P, Hmm. 69, bon, pour voilà. Et, et du coup, il faisait ça avec une voiture. Et Ok. donc, j'ai toujours l'image en tête, alors que c'est quelque chose que j'ai juste sorti de mon cerveau finalement. Pour le cerveau, c'est un souvenir, alors que en fait, c'était juste une création Ouais. de celui-ci. Mais du coup, tu peux réutiliser tes palais mentaux? Alors ça, c'est une très bonne question pour le coup, parce que ça fait
partie des problématiques que peuvent avoir les compétiteurs. En tout cas, quand tu es débutant, tu as souvent ce problème-là. C'est que du coup, tu es limité. Par exemple, tu vas avoir, je sais pas, 3 palets mentaux, sauf que sur 10 épreuves, les 10 épreuves sont sur 1 jour et demi. T'as pas le temps d'effacer ton palais mental, en fait. Enfin, effacer. T'as pas le temps de l'oublier, en fait. Ou du moins, c'est moins évident et ça peut faire des conflits avec les images que tu veux remettre. Ouais. Donc, en général, t'essaies d'en faire plus pour être large en termes de palais mental et, euh, et ne pas avoir les images qui vont venir interférer, donc des images fantômes, parce que tu as trop bien visualisé le truc, donc ça reste trop bien dans ta tête et voilà. Je pense que en tout cas intellectuellement, je comprends, tu vois, l'outil, celui-ci en particulier, les palets. Maintenant, dans l'exécution, je suppose que ça, enfin, je sais pas d'ailleurs, tu vas nous dire, mais ce qui me paraît hyper compliqué, c'est que toi, dans tes épreuves, ce que tu expliquais, c'est que tu as une durée qui est ultra courte, en fait. Et tu vois, typiquement, les chiffres qu'on t'annonce en audio toutes les secondes, t'arrives à te faire le schéma, à visualiser ton palais passer de la fenêtre au lit, du lit à la porte, de la porte à l'escalier. Enfin, tu vois, ça Alors, paraît. pour le coup, ce qui est drôle, c'est que je crois, sur les derniers championnats que j'ai fait, c'est une des problématiques qui m'est revenue. Parce que du coup, en fait, comment dire, les palais, à force de les travailler, en tout cas en termes de compétition, tu vas les améliorer pour ça. Je sais que dans enfin, un de mes palais mentaux pour les mots, à un moment, j'ai, je crois, 2 emplacements dans une rue. Sauf que mentalement, vu que je connais très bien la rue, je n'arrive pas à aller très vite d'un bout à l'autre de la rue. Même mentalement, je suis obligé de voir tous les éléments de la rue. Et du coup, c'est là où le choix du palais mental et l'agencement fait que ça peut être plus compliqué. Après, Ok. ça se fait quand même petit à petit, comme tous les entraînements, et ça fait partie aussi des entraînements pour driller les différentes méthodes utilisées. Mais globalement, le palais mental, faut que ça devienne, enfin, ça se révise en fait aussi normalement. Ça se révise et du coup, c'est censé devenir très très fluide. Et plus c'est fluide, plus tu vas aller vite pour mémoriser et ainsi de suite. Ok. Et donc, dans le cas de chiffres, par exemple, tu fais quoi? Tu visualises un chiffre qui est assis au bord de la Alors fenêtre ou posé au coin de la rue? pour le coup, en fait, du coup, ça amène la deuxième problématique. Donc la première partie, ça va être vraiment mémoriser. Ouais. Enfin, mémoriser. Mais le deuxième problème, ça va être de rendre un concept qui est abstrait en un concept concret. Donc un chiffre ou un visage, pour le concrétiser, enfin, le but c'est de pouvoir mémoriser un élément qu'on connaît avec lequel on est familier. Donc ça va être des objets, des animaux, mais un visage par exemple, ça va être compliqué, des chiffres de la même manière. Et donc il va y avoir d'autres méthodes qui permettent de transformer donc les chiffres en mots concrets, ou les cartes à jouer, pour en faire des images concrètes aussi. Et pour ça, il va y avoir différentes méthodes. Donc, par exemple, pour les chiffres, la méthode la plus répandue pour les débutants, ça va être de mémoriser, donc pour chaque chiffre de 0 à 99 inclus, associer une image. Et c'est ça qu'on va travailler en fait. Et, D'accord. Donc, et toi, tu as ta boîte à outils qui est prête. Et, c'est ça. Et ça, ok. ça se fait avant la mémorisation en fait. Moi, du coup, j'ai un système, enfin, quand on est un peu plus avancé, en fait, c'est soit du choix, soit, soit une question de facilité. Mais enfin, globalement, du coup, il y a de 0 à 99. Moi, j'ai un système que j'ai inventé qui est assez particulier. Il va y avoir aussi un système de 0 à 999. Et, euh, et du coup, l'idée, ça va être de transformer, bah, tu vois, je sais pas, par exemple, tu dois mémoriser les chiffres, je sais pas, 99 et 12. Moi, 99, c'était le pape, 12, c'est un tonneau. Et du coup, bah, maintenant que tu as des concepts concrets, tu peux les placer beaucoup plus facilement dans ton palais mental. Et voilà. Le 12, c'est pas censé être un la gueule à moitié ouvert et une vache ou un truc comme ça en Aveyron, non, c'est pas ça le. Ah, je sais pas du tout. C'est pas, non, il me semble. Il me semble qu'en Aveyron, le 12, tu vois sous, parce que c'est le 12 du coup de l'Aveyron. Il me semble que le 1, c'est un la gueule un peu ouvert et le 2, je sais plus trop, mais je crois que c'est une vache. Ok. Ah.
Mais voilà, du coup, Tonneau, ok. ça fait partie des méthodes. Enfin, moi, j'utilise, je crois que c'est le Major System où on convertit les chiffres en lettres et du coup, ça facilite la création des images. Donc 99, le 9 c'est un P, donc 99 c'est le pape. Ok. 12, 56, je t'ai dit 56 comme ça, c'est quoi? c'est une luge. D'accord. Mais, mais du coup, par exemple, le 12, ça va être 1 c'est le T et 2 c'est le N, donc tonneau. Moi, du coup, vu que mon système il est un peu différent, par exemple, si tu me dis 934, c'est un boomerang. Je sais pas si tu me dis 723. c'est les lacs du Connemara. Mais voilà, du coup, en fait, Ok. ça fait aussi partie de l'entraînement. Du coup, il y a le palais que tu entraînes, il y a la conversion des concepts abstraits en concret, et après, il y a la mémorisation en tant que telle. Et tout ça en une fraction de seconde. Bah, l'entraînement, il se fait en amont pour bien Oui, mais je veux dire, maîtriser, le et jour, après, sur la mémorisation, ouais. ouais, l'exécution, ouais, c'est Et, hallucinant. Ok. et c'est pour ça, mais moi, ma technique, je vais, comment dire, bon, peut-être qu'on peut y revenir après, si tu avais d'autres questions peut-être avant. Bah non, écoute, ouais, ma première question, donc attends, donc c'était comment l'outil, on va dire, d'introduction au système qui est ces fameux palais mentaux. Ensuite, c'est de rendre, on va dire, concret des choses peu tangibles comme des Hmm. chiffres. Euh, et Après, ensuite, c'est la il y a, mémorisation. il y a peut-être aussi, enfin, donc il y a le palais mental, et en parallèle, l'autre technique pour des éléments qui sont pas ordonnés, où on veut juste, par exemple, parfait, j'ai une anecdote pour ça en plus. Si on veut mémoriser, par exemple, l'élément A, il est associé à l'élément B. Donc, par exemple, une date, il s'est passé ça. Ouais. On peut utiliser le palais mental parce que ça facilite la visualisation, mais on peut ne pas du tout s'en servir et juste essayer de visualiser l'image. Donc, par exemple, 962, du coup, si on reprend l'histoire de la chaussette, enfin, la chaussette qui traverse la route en 962. 962, pour moi, c'est un pigeonnier. Et faut juste associer pigeonnier et la chaussette. Donc, par exemple, je sais pas, la chaussette, elle traverse la route, elle se fait écraser par un pigeonnier qui tombe du ciel, par exemple. Et là, il n'y a pas besoin de palais mental. Et en faisant ça, ça va beaucoup plus vite que le palais mental, parce qu'il n'y a plus les lieux qui sont associés. Mais du coup, D'accord. ça perd un peu des émotions. Et donc, faut faire des images très marquantes pour que ça rentre plus facilement, en fait, dans la tête. Après, moi, j'ai découvert du coup les techniques dans un premier temps avec Fabien Olicard, et après c'était avec les livres de Sébastien Martinez, qui est, on va dire, la référence en France par rapport à ça, dans le sens où c'est lui qui a démocratisé les méthodes et qui les a fait beaucoup plus connaître aux gens. Donc, vu qu'il est passé sur beaucoup d'interviews, beaucoup de fois à la télé, il a pu mettre en avant ces techniques. Et ces livres m'ont permis aussi en tout cas quand je m'y suis remis, de d'avoir des bonnes bases pour mémoriser, on va dire. Donc, typiquement, les joueurs d'échecs, ils utilisent ce type d'outil pour se rappeler de centaines de combinaisons possibles? Pas à ma connaissance. Après, peut-être que c'est le cas. Pour le coup, j'ai joué aux échecs pendant toute mon enfance, mais j'étais très mauvais. Mais mon frère qui a un plutôt bon niveau aux échecs, lui, il ne s'en sert pas. Ok. Mais il me disait que si je reprenais vraiment les échecs là, ça serait quand même un certain atout parce que finalement, en fait, ça permet de stocker énormément de choses. Ouais. Modulo le palais mental et le temps qu'il faut pour les créer. Alors, je vais essayer de formuler ma question pour qu'elle soit claire, mais je m'embrouille déjà en l'imaginant moi-même, donc pardon par avance, mais est-ce que le fait tu vois, d'avoir ces outils en fait, est-ce que ces outils et ton entraînement augmentent le volume de données que tu es capable de stocker, ou est-ce que ça te permet de stocker de la donnée plus facilement, plus rapidement et de la restituer quasi instantanément? Mais en fait, est-ce que tu augmentes le volume de stockage et la rapidité de lecture, en gros, ou est-ce que tu augmentes juste la rapidité de lecture? Tu vois ce que Ben, je veux dire? oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, en soi, ça augmente le stockage. En fait, c'est surtout que ça. Alors, à ma connaissance, du coup, on n'a pas de limite de stockage, mais le problème, c'est la fatigue qui en découle. Mhm. Je sais que
au tout début, ne serait-ce que faire les épreuves d'1 minute, c'est déjà très fatigant. Alors les épreuves de 5 minutes, puis 15 minutes, enfin, la plus grosse difficulté, c'est de maintenir le rythme, en fait. C'est bien beau de mémoriser, du coup, 80 chiffres en 10 secondes, mais si tu tiens 20 secondes, du coup, un mec sur une épreuve de 5 minutes, je veux dire, un mec qui aura un rythme plus lent ancrera mieux ses images, enfin, pourra ancrer mieux ses images, et, euh, et finalement en mémoriser plus. Donc c'est souvent la fatigue qui est le facteur limitant, plus les palais mentaux. Ok. Donc ça permet quand même de mémoriser énormément de choses si tu prends le temps de faire les palais mentaux qui en dépendent. Ok. Du coup, on a pas mal parlé des palais mentaux, de les resetter, entre guillemets. Avec beaucoup d'invités, on parle des phases de préparation, préparation mentale, préparation physique, etc. C'est quoi, toi, ta routine de préparation avant une épreuve ou avant, tu vois, je sais pas, une phase d'examen où tu sais qu'il y a beaucoup de contenu à comprendre et à mémoriser. Tu as des routines en place, des choses que tu fais avec ces Alors, palais, avec d'autres bah, outils? du coup, ça dépend du domaine. Si on parle du domaine scolaire en tant que tel, bah, la première étape, c'est vraiment de faire des palais. Et pour le coup, truc très bête, parce que, enfin, en soi, j'ai juste besoin d'un lieu temporaire pour pouvoir visualiser l'image, parce que c'est plus facile, je trouve, en visualisant, enfin, en visualisant, au travers d'un palais, je veux dire. Donc la première étape, c'est de faire le palais mental, et je m'appuie sur, bon, je sais que Google a un outil pour ça, c'est My Maps, où je prends ma ville et je mets des points à tous les emplacements dont je veux me servir pour mémoriser. Et comme ça, quand je veux, si par exemple ça fait longtemps que j'ai pas revu une carte, par exemple au prochain partiel, quand je vais les préparer, ben, je vais retourner à cet endroit-là, je vais revoir la carte et je vais me dire ah oui, c'est vrai que les emplacements ils étaient là. Je fais un petit tour dans ma tête pour faire le tour du coup de ma ville, on va dire. Enfin, un petit tour en soi, ça peut très bien prendre 20 minutes. Mais du coup, juste faire ça, ça permet de le visualiser. Et donc ça, c'est la première étape. Donc préparer les palais mentaux. Si je sais que j'ai, je sais pas, par exemple, 1200 dates à apprendre, bah, soit je fais en sorte de m'y prendre suffisamment à l'avance, ce n'est jamais le cas, suffisamment à l'avance pour pouvoir faire une rotation avec les palais et pouvoir les réutiliser. Soit je fais un palais de 1200 emplacements. C'est une méthode un peu plus bourrin, mais du coup, j'ai les emplacements pour mémoriser. Ça, Ok. c'est la première étape. Ensuite, c'est mémoriser en tant que tel. Donc ça, en soi, enfin, typiquement, je sais que, par exemple, sur les épreuves de dates fictives, je tournais, je me souviens plus des scores, mais je sais que là, par exemple, je pourrais mémoriser, je sais pas, une soixantaine de dates en 5 minutes. Du coup, en faisant ça sur du coup des dates d'histoire, donc qui ne sont pas fictives, du coup, c'est en plus facilité, parce que si je les prends dans un ordre chronologique, du coup, ça m'enlève un poids. Donc il y a ça, donc je vais du coup faire des sessions où je vais mémoriser, je sais pas, en faisant plusieurs sessions dans la journée, je prends 2 minutes, j'en mémorise 10 ou 20, et je fais ça plusieurs fois dans la journée, et comme ça, en fait, je vois même pas les dates passer. Donc ça, c'est la première partie, enfin, la deuxième partie. Et après, je pense que c'est une des étapes les plus importantes, ça va être ancré sur du long terme, parce que là, du coup, en faisant ça, ça ancre sur du court terme, sur la mémoire à court terme. Et pour passer sur du long terme, il faut réviser les dates et adapter si finalement je les ai oubliées entre-temps. Et du coup, c'est là où, avec des logiciels de répétition espacée, c'est facilité. Et du coup, par exemple, ça va être, OK, donc j'ai appris cette date aujourd'hui. Du coup, je vais la réviser le lendemain. Après, je vais la réviser dans 3 jours, puis dans une semaine, puis dans un Mhm. mois, puis dans 3 mois, puis dans 6 mois. Et si je la connais pas, je vais recréer une nouvelle image pour la visualiser plus facilement et que ce soit facilité. Ok. Donc voilà, ça c'est pour la partie scolaire. Et pour la partie compétition, moi je sais qu'en tout cas sur mes entraînements, je dissociais vraiment du coup l'amélioration du palais mental. En général, je m'échauffe avant les épreuves en parcourant mon palais mental, donc dans ma tête. C'est un bon moyen d'être prêt à placer les images dedans. Et il y a une aussi grosse partie de l'entraînement
à passer des concepts abstraits aux concepts concrets. Et je sais que ça me prenait facile la moitié de l'entraînement, voire plus, parce qu'il faut que un chiffre, quand tu le vois, faut que en une demi-seconde, tu aies l'image en tête. Et sur ça, tu gagnes énormément de temps après pour la mémorisation. Et enfin, Ok. du coup, la mémorisation en tant que telle. C'est vraiment fascinant. J'ai plein de questions pour toi. Je sais que ça fait déjà 1 heure, mais première question que je me pose, c'est est-ce qu'à ta connaissance, il y a des pays où on apprend dans le système éducatif, on apprend aux gens à mémoriser les choses de cette façon? Alors, je sais pas sur le système éducatif, mais je sais qu'en Mongolie, il y a beaucoup d'athlètes en termes de mémorisation. Enfin, en fait, ils ont des écoles dédiées à ce genre de choses. Ok. Et du coup, pour le coup, ceux qui viennent de ce pays, ils sont généralement très forts en mémorisation. Après, j'ai pas à ma connaissance de pays qui exploitent vraiment le plein potentiel de ça. Ouais. Parce qu'après, l'apprentissage des connaissances, c'est une chose, mais du coup, en général, l'école, ils doivent faire en sorte de te faire comprendre les choses plus que de les apprendre. Ouais. Donc Et voilà. je te pose la question parce que j'ai découvert il y a quelque temps des méthodes de calcul Mhm. par visualisation. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, tu vois, notamment au Japon, enfin en Asie globalement, pour des divisions, des multiplications, tu vois, multiples chiffres, où tu as des enfants de 8 ans qui peuvent te faire du 2322 fois 546, tu vois, et parce qu'en fait, il y a des règles, ils visualisent les chiffres qui se réordonnent différemment et boum, ça te fait le résultat, tu vois. Donc, je me posais la question. Ok. Autre question. Est-ce que le fait d'avoir, depuis plusieurs années, fait ces exercices, d'avoir entraîné ton cerveau à mémoriser plus, est-ce que naturellement, tu as le sentiment que tu as une meilleure mémoire qu'avant? Je veux dire, au quotidien, tu vois. Absolument pas. Ah ouais, c'est vrai, c'est marrant ça. Paradoxalement, j'ai une très mauvaise mémoire de base. Enfin, j'oublie très facilement tout. Et, euh, et je sais pas si c'est à cause des techniques, mais du coup, vu que je sais que j'ai les techniques quand je veux vraiment mémoriser quelque chose, bah du coup le reste, je fais pas l'effort de le mémoriser, Ouais. ou du moins j'ai pas un effort conscient pour ça, malheureusement. Mais Ok. ce serait chouette de pouvoir limite automatiser le processus, par exemple. Enfin, j'aimerais bien essayer de développer quelque chose par rapport à ça. Mais par exemple, en lisant un livre, si au fur et à mesure que tu lis un livre, tu places tous les éléments dans un palais mental, au fur et à mesure, sans faire beaucoup plus d'efforts que ça, finalement, le livre, tu peux le retrouver dans le palais mental. Ouais. Mais je pense que ça demande quand même beaucoup d'entraînement. C'est un très bon point. Les livres, tu vois, typiquement, enfin, je pense que ça parlera à tout le monde, mais tu arrives au bout d'un livre, il te reste le film, mais plus des éléments, tu vois, précis où tu t'es dit, waouh, c'est méga intéressant. Euh, Oui. typiquement, je suis en train. Pardon, vas-y, vas-y. Ouais, c'est pour ça que moi, en général, sur les livres, vu que j'ai à l'époque, du coup, avant de connaître les techniques et tout, je lisais quasiment plus finalement parce que le temps de finir le livre, en fait, j'en oubliais la moitié, Ouais. ou le fait de reprendre le livre, je me souviens plus qui est qui. Et c'est pour ça que maintenant, en général, je fais en sorte de le lire dans un laps de temps assez court. Comme ça, j'évite d'oublier les éléments. Ouais. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je suis en train de lire un livre sur le sommeil qui est super intéressant sur, tu vois, pourquoi on dort. Alors, ça peut faire rire les gens. Tu te dis, bah, c'est évident, on dort parce qu'on est fatigué. Mais oui, mais en fait, il y a plein de choses biologiquement. Pourquoi le sommeil existe déjà de base? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas tout le temps endormi? Et puisque, en fait, si on considère que le sommeil, c'est un moment de récupération, parce que le corps est fatigué, que l'esprit a besoin de se reposer, pourquoi est-ce qu'on s'est réveillé un jour, tu vois? Enfin bon, Hmm. c'est ultra passionnant. Et en fait, c'est un scientifique. Le début du livre, c'est sur les cycles circadiens. Circadien. Ouais, exactement. Et donc, tout ça a été démontré pour la première fois par un scientifique français au 18e. Et ça fait 3 fois que je reprends le livre parce que je le lis super lentement, parce que je fais d'autres choses et tout. Et 3 fois que j'oublie son nom, tu vois. Donc, je sais que c'est au 18e. Je me rappelle qu'il a fait son enfin, ce qui lui a permis de prouver qu'il y avait des cycles indépendants du soleil. C'était justement une plante on pensait que cette plante s'ouvrait, avait les feuilles qui s'ouvraient quand le soleil sortait, et puis en fait, il a mis la plante dans le noir pendant 3 semaines, et la plante, elle continue de s'ouvrir, tu vois, aux horaires du soleil. Mais bon, Ok. bref, j'arrive pas à me rappeler de son nom, tu vois. Ça fait 3 fois que je recommence le livre.
pour essayer de mémoriser son nom. Donc voilà. Ouais, sur les livres en particulier, ça pourrait peut-être être utile. Après, moi, pour le coup, je fais d'autant plus attention à ce que je veux pas mémoriser pour le coup maintenant. Et Par typiquement, exemple. bah, typiquement, j'aime pas la période contemporaine pour l'histoire. Du coup, là, les partiels de l'année dernière où j'ai eu un partiel du coup d'époque contemporaine. Alors étonnamment, j'ai galéré comme pas possible à tout mémoriser, à mémoriser les dates et tout, et je sais que je les ai quasiment de suite oubliés parce qu'il y a quand même l'intention derrière qui est importante. Ouais. T'as Et des. ça joue pas mal. Ouais, j'imagine. Bah oui, j'imagine. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé de te retrouver, alors peut-être plutôt dans le cadre scolaire, avec des profs ou des étudiants, des potes étudiants qui te disent mais ouais, tu triches, tu vois, c'est pas possible. Comment tu fais? Il y a un truc, t'as une oreillette. T'as déjà eu ce genre de situation? Alors pour le coup, du coup, ça me fait retomber sur l'anecdote que je voulais raconter. C'était pendant mes partiels de réseau quand j'étais en master. Je suis très mauvais en réseau et je pense que j'étais un des pires de ma classe. Et le partiel, c'était un QCM. Sauf que le QCM, il y avait pas les réponses sur Internet, mais en fait, c'était un QCM d'un organisme connu le réseau, pour les réseaux. Et donc, j'ai réussi à retrouver le QCM, mais en anglais. Mais le QCM, je sais plus, il y avait quelque chose comme 200 questions. Et donc, c'était en anglais. À l'époque, j'étais très nul en anglais aussi. Et je pense que une heure avant le partiel, je me suis mis sur le QCM. J'ai tout appris par cœur avec mes techniques de mémorisation. Donc là, c'était pas avec un palais mental, c'était vraiment avec des associations. Je prenais un mot-clé dans la question et un mot-clé dans la réponse. Les réponses, il y en avait 3 ou 4. Je prenais un mot-clé dans la réponse, je les associais et je passais à la suivante. Et j'ai fait ça du coup pendant une heure. Et, euh, et pour le coup, les questions, je les comprenais pas. Enfin, j'étais très nul en anglais, j'étais très nul en réseau, je comprenais pas les questions. Et au partiel, je suis arrivé, j'ai mis, je pense, 5 minutes à faire le partiel, sachant qu'il fallait rester du coup une heure. 5 minutes à faire le partiel. Et j'ai eu, je sais plus, je crois quelque chose comme 95% de bonnes réponses. Et tu me posais une question de réseau en français, impossible de savoir. Ah, Et c'est pour, énorme. et pour le coup, le prof, il devait se dire que j'avais triché parce qu'il savait que j'étais très mauvais et Ouais. tout. Mais voilà, du coup, ça, c'est un bon exemple de, je m'en suis servi. Ça prouve que juste apprendre, ça sert à rien parce que finalement, Ouais, j'ai c'est rien clair. compris. Mais du coup, ça m'a été utile pour pour une certification, là, par exemple, que j'ai passée l'année dernière. Et il y avait aussi autre chose, ça c'était ma prof de communication en master, où elle avait fait faire un exercice à mes camarades, où c'était un peu pour voir à quel point on oubliait au fur et à mesure des minutes. Et du coup, on avait eu, je sais pas si c'était ça ou si c'était une sorte de téléphone arabe sur un texte. Je crois que c'était ça. Elle a raconté un texte. Moi, j'étais là et donc j'avais un camarade à côté de moi. Après, j'ai dû sortir de la salle. Mon camarade, il a dû, je crois, expliquer à un autre camarade le texte. Et moi, à la fin, je devais revenir et restituer tout ce dont je me souvenais du texte. Évidemment, mes camarades, ils ont eu beaucoup de mal. Et moi, j'ai réussi à le restituer entièrement, sachant que finalement, j'ai utilisé que les techniques de mémorisation. Mais sur un discours, il faut quand même être très concentré pour placer tous les éléments, surtout qu'il y avait des dates. Et il fallait garder le rythme pour placer tous les éléments au fur et à mesure dans le palais mental et aller assez vite pour le coup. Mais du coup, étant donné que j'ai fait des études d'informatique où apprendre par cœur, c'était quasiment jamais fait, j'ai pas eu tant de remarques que ça par rapport à ça. Ok. Mais si j'avais fait d'autres études, ça serait différent. Et pour le coup, pour la licence d'histoire, vu que je le fais en distanciel, j'ai pas forcément, enfin, mes camarades le voient pas forcément, ce genre de choses. Fascinant. T'as rapidement évoqué un peu plus tôt la technique que tu as développée. Est-ce que tu es chaud pour la partager? Est-ce que tu penses qu'on va arriver à suivre, ou sachant que c'est que de l'audio, Je pense que c'est possible, mais il faut que Ouais. j'explique d'autres trucs avant pour Ok. que ce soit facilité. Vas-y. Alors du coup, donc que ce soit pour les chiffres ou enfin
En général, c'est plutôt pour les cartes. Donc pour les cartes, donc ça va être la même chose. On va convertir les cartes en images et les placer dans le palais mental. Mais il y a une méthode qui existe, c'est le personnage action objet, où on va faire en sorte que chaque carte a un personnage, une action et un objet attribué. Et comme ça, quand on va mémoriser les cartes, au lieu d'avoir 52 emplacements, on va placer dans chaque emplacement 3 cartes. La première carte, ça va être le personnage qui réalise telle action, donc avec une deuxième carte, avec tel objet sur une troisième carte. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Du coup, Donc par tu crées une emplacement, chaîne en fait. c'est ça. Et du coup, une chaîne de 3 cartes par emplacement. Et du coup, en faisant ça, au lieu de mémoriser donc 52 emplacements, tu fais 52 divisé par 3. Et donc, ça va beaucoup plus vite pour mémoriser. Donc ça, c'est globalement la base de ma technique. Et en faisant ça, donc moi, j'ai fait ça pour les cartes et pour les chiffres. J'ai absolument pas expliqué ma technique pour les cartes parce que c'est encore plus bizarre. Mais ça avait fonctionné. Et en plus, faudrait que je la retravaille parce que je m'en souviens plus depuis le temps. Mais c'était encore plus complexe comme technique. Mais du coup, j'applique cette méthode pour les chiffres. Et donc, pour chaque chiffre, j'ai donc de chaque chiffre de chiffre et nombre de 0 à 999, j'ai un personnage et un objet. Et pour les actions, j'ai gardé de 0 à 99 parce que déjà de 0 à 99, c'est difficile de trouver 100 actions très différentes en termes de visualisation. Ouais. Et du coup, je mémorise les chiffres je les mémorise 8 par 8. Je fais les trois premiers chiffres, ça va être mon personnage. Les 2 suivants, ça va être une action. Et les 3 derniers, ça va être un objet. Après, par exemple, je sais pas comment expliquer, mais je vais partir du même objet et je vais soit le personnifier, soit le rendre objet si c'est un personnage. Donc par exemple, 723 que tu disais tout à l'heure, le Connemara, bah, du coup, le personnage, je vais voir plutôt un mec qui navigue, enfin un pêcheur, un marin, et en objet, je vais voir une barque. Et du coup, Ok. en faisant ça, finalement, ça permet donc de mémoriser les chiffres 8 par 8, là où si on fait à partir d'un millénium, donc de 0 à 999, et qu'on les associe 2 par 2, parce qu'en général, de manière générale, plutôt dans les compétitions, les gens vont associer 2 éléments entre eux par emplacement. Et du coup, ils vont les mémoriser, donc 6 par 6, les chiffres. Moi, je vais les mémoriser 8 par 8. Mine de rien, ça fait du coup 2 chiffres en plus. Et sur 80 chiffres, bah, théoriquement, si je mets ne serait-ce qu'une seconde par image, ça me ferait 10 secondes pour mémoriser les 80 chiffres. Ok. Sachant que, donc là, globalement, c'est ma technique. Et en fait, j'avais analysé les statistiques du meilleur mondial. Et lui, je crois qu'il mémorisait, enfin, il crée une image avec sa technique du moins. Il a créé en, je crois, 0,4 ou 0,3 secondes. Et donc, si j'arrive à un tel niveau de maîtrise, normalement, les 80 chiffres devraient passer en 7 secondes. C'est pour ça que théoriquement, ma technique devrait passer à ce niveau-là. Si je maîtrisais aussi bien que lui. Mais ça demande énormément d'entraînement. Et là, les images, en fait, en fait, l'entraînement permet de voir les images qui sont créées au préalable tellement de fois que tu peux les visualiser très rapidement et que tu n'aies pas de doute entre, par exemple, je sais pas, enfin, là, bon, là, j'ai pas d'exemple, mais si je prends 2 chiffres au hasard, par exemple, 323 et 656, si c'est 2 images qui se ressemblent, ben, quand tu vas les mémoriser, tu peux les Ouais. confondre à la restitution finalement. Et du coup, une grande partie du travail, ça va être de passer suffisamment de fois les images pour qu'il y ait plus de doute et que ça aille très rapidement. Donc voilà, c'est globalement ça ma technique, d'adapter le PAO aux chiffres avec un millénium couplé avec un centième. Voilà. Qu'est-ce qui fait que l'épreuve de la mort où c'est de l'audio et pas du visuel, qu'est-ce qui fait que ça, est-ce que ça c'est plus dur? Bah Le fait alors qu'on t'énonce une série de chiffres plutôt que tu les sous les yeux? c'est ça en fait. Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, quand on mémorise en général, en tout cas sur les compétitions, bon, c'est quasiment tout le monde qui fait ça,
On a boule qui est, c'est par-dessus casque anti-bruit. Et même malgré ça, Ah, ça peut être gênant. d'où le Donc, casque. Ok. c'est Parce que ça. tu m'avais envoyé des photos où tu avais un casque avec la casquette défrappée. Je me dis, tiens, ok, pourquoi un casque? Et du Ok. coup, la casquette aussi pour faire une barrière visuelle. Je sais que par exemple, à mes premiers championnats, la personne qui était devant moi, je sais pas pourquoi, elle faisait plein de gestes avec ses bras. Et mémoriser avec quelqu'un qui fait ça devant, c'est très perturbant, on va dire. Et du coup, depuis, je mets une casquette, comme ça, je vois rien autour, ou très peu. Et par exemple, juste l'équipe italienne, eux, ils se font des sortes de lunettes avec des cartes à jouer pour ne voir rien du tout autour, sur les côtés et en dessous des yeux, et voir que l'écran. Ok, ouais, des Et œillères, quoi. c'est ça. Et ils sont connus pour faire ça, pour le coup. Les Italiens, c'est parmi les meilleurs au monde, voire les meilleurs au monde, globalement. Et, euh, et du coup, pour en revenir à ce que tu disais, du coup, pour les spoken numbers, donc on n'a pas de casque, donc on est facilement perturbé par Dérangé. des sons Ouais. ambiants, c'est ça. Même si normalement il n'y a pas un bruit dans la salle, généralement. Et après, il y a donc les chiffres sont énoncés un par un. Donc typiquement, si tu as un problème d'attention et que tu as un doute sur le chiffre s'il a déjà été dit, ben, ça peut te perturber. Parce que des fois, le chiffre, il va être dit 3-4 fois d'affilée. Sauf que tu te dis, attends, il a dit 3 fois, il a dit 2 fois. Parce que le temps que tu fasses tes images, ça peut te mettre des doutes en fait. Et en fait, il faut jongler entre réalité et les images que tu es en train de faire dans ta tête. Donc c'est assez compliqué. Et il va y avoir des facteurs, enfin c'est un peu stupide, mais moi je sais que c'est ça qui me perturbait le plus sur cette épreuve. C'est en fait le chiffre 7, c'était pas la même intonation, c'était pas le même volume que les autres chiffres. Il était légèrement plus fort, mais légèrement. Et juste ça, j'avais l'impression de l'entendre 3 fois alors qu'il était dit que 2 fois par exemple. Et ça joue aussi sur le rapport à l'épreuve. Et pour le coup, tous ces facteurs mélangés fait que dès que tu as un doute, en fait, tu peux arrêter l'épreuve. Ouais. Et en fait, là où tu vas t'entraîner, c'est le plus gros entraînement que tu peux faire sur ces épreuves-là, en fait, c'est continuer. Juste continuer à mémoriser. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas augmenter les chiffres que tu mémorises. Mais c'est en fait entraîner son endurance mentale par rapport à ce genre d'épreuve où tu es susceptible d'être perturbé de différentes manières. Ok. Bon, donc là, si j'ai préparé une série de 20 chiffres en audio, tu es parfaitement serein pour la restituer sans problème? Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas mémorisé, mais peut-être. Ok. Bah écoute, on va se le tenter. T'es chaud? On se le tente? Alors, attends, 20 chiffres. Oh là là. Faut vider le palier. Faut en choisir un surtout. Tac, tac, tac. Ouais, je peux essayer. Ok. Je te les énonce avec quoi? Une seconde entre les deux, un peu plus? Tu les énonces combien par combien? Tout seul? C'est quoi normalement qu'il faut faire? En audio, c'est un par un. Un par On peut un. faire un audio en français. Ouais. Ça te va Oui, parce ça? qu'il y a le facteur en anglais aussi sur l'autre épreuve. Et ouais. Bah tu me dis, je te les fais un par un. Ça te Oui, va oui, d'affilée? Ok. c'est bon. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Allez. 3, 2, 4. Moins vite. Ah, moins vite, moins vite. Ouais. 3, Ok. 2, Ouais. 4, Ok. 2, 3, 2, 8, 7, 0, 8, 3, 9, 2, 7, 4. Allez, vas-y, on arrête là parce que je me dis c'est pas possible. Ah ben, je peux faire l'explication en même temps. Si tu veux, ouais, vas-y. Du coup, alors moi, la première image que j'ai, on reprend le palais que j'ai mentionné au début. Dans ma chambre, je vois à ma fenêtre un menhir. Menhir, c'est 3, 2, 4. Ok. Il y a une anémone qui donne des coups de tête dedans. Anémone, c'est 2, 3, 2. Je sais pas si c'était ça, il me Ouais, c'est semble. ça. Parce que pour le coup, les chiffres, ça fait longtemps que je les ai pas travaillés. Et évidemment, anémone, je sais que je le confondais souvent. Le suivant, là, Vegas, donc 8, 7, 0, c'est la même chose. Donc après, c'est Vegas, donc je m'imagine sur le lit de mon frère, il y a une roulette, comme dans les casinos.
et c'est une femme avec une grosse barbe qui est en train de jouer avec la roulette. Et donc c'était femme à barbe, donc 8-3-9. C'est ça. Et après, sur la dernière scène, bon, tu t'es arrêté, c'était nacré, donc 2-7-4. Et donc là, je pensais à une coquille Saint-Jacques, même si j'ai aussi coquille Saint-Jacques, mais là, c'est vraiment la perle auquel je pensais. Ah, hallucinant. Ok. Mais voilà, du coup, en fait, c'est juste ce process, mais du coup, il faut l'optimiser pour connaître les chiffres, les associations chiffres-images parfaitement, que ça prenne vraiment moins d'une seconde pour les connaître. Le palais mental, donc c'est pour ça que j'ai défini, j'ai révisé juste avant le palais mental. Et après, du coup, l'association qui en est fait. Donc là, en soi, c'est pas assez marquant, peut-être, l'anémone qui tape sur le menhir, mais l'idée, c'est de rajouter des éléments en plus. Et j'ai fait que en faisant image et image. J'ai pas fait les actions, parce que les actions, je les ai pas mémorisées depuis longtemps. Mais du coup, par exemple, si on reprend les chiffres, c'était quoi? C'était menhir, anémone, donc c'était 23, donc ça c'est plus regardé. Et après, c'était 2, 8, 7. Et là, c'était une paire de jumelles. Et du coup, par exemple, il y a un menhir très loin, et avec une paire de jumelles, je regarde à ma fenêtre. Là, ce serait plutôt ma technique que je ferais en compétition. Ok. Incroyable. Mais du coup, justement, à l'oral comme ça, je préfère simplifier. Ouais. Et comme ça facilite aussi l'intégration. Voilà. Eh ben, franchement, hyper intéressant, Loïc. Je m'étais dit avant le podcast, est-ce que j'aurais suffisamment de questions à lui poser? On sort, tu vois, des milieux habituels de l'aventure, etc. Mais franchement, c'était hyper intéressant. Donc, merci beaucoup. Je suis assez ravi pour le coup de l'entendre. assez partant pour que tu m'envoies, comme ça, je le mettrai en description de l'épisode, les noms s'il y a des chaînes YouTube ou tu vois des livres que tu recommandes où ils présentent en particulier les outils des palais mentaux. Pour le coup, moi, je suis en train de développer un site parce que de base, je voulais justement faire des formations pour ça, pour promouvoir ces disciplines. Mais vu que je suis parti sur d'autres projets, j'ai moins de temps à allouer à ça. Mais je veux quand même faire un site où tout le monde peut accéder à ces techniques, et en fait que ce soit simple avec des exercices, et qu'il n'y ait pas besoin de payer pour ça finalement. Ouais. Donc je pourrais aussi t'envoyer le lien. Et du coup, ce sera avec plaisir que je te partagerai mes ressources pour ça. Trop bien. Bah écoute, vraiment un immense merci Loïc, c'était passionnant. Pour les gens, je pense, curieux, ça va. Enfin moi, clairement, c'est un sujet, un domaine auquel je m'étais jamais vraiment intéressé, et je trouve ça toujours fou d'explorer un peu le potentiel du cerveau et de voir que bah là, tu viens de nous le montrer, tu vois, en 2 secondes. Alors j'imagine que par rapport à ce que tu fais d'habitude en compétition, c'est rien du tout, mais voilà, tu viens d'illustrer que les techniques, elles marchent, et qu'on peut très rapidement se rappeler d'une série de 20 chiffres comme ça. Après, on n'a pas abordé forcément les sujets, comme on peut avoir sur des courses, par exemple, avec les blessures. Ouais. Mais voilà, ça fait quand même un bon exemple de ces techniques, et c'est chouette si ça intéresse. Merci énormément Loïc. Écoute, merci à toi. Il y a des futurs projets de compète là qui arrivent. En tout cas sur la mémorisation, tu as d'autres choses au-delà du site comme projet? Pour l'instant, non. Je pense que, pour la mémorisation, si je reprends, ce sera plus sur les compétitions en ligne, parce que c'était, je trouve, plus amusant. Parce qu'on peut le faire de partout, et finalement, on est face à quelqu'un d'autre finalement. Ouais. Là où sur des compétitions comme ça, on fait tous l'épreuve et on voit qui a le meilleur résultat. Et là où sur les compétitions en ligne, ça va être plus, il va y avoir plus de stratégie, on va dire. Et sinon, après, non, un Infinity Trail en juin, où je vais essayer de battre mon record. Mon précédent record, c'était 8 heures, donc 53 km. Et là, j'aimerais bien faire plus. Mais voilà, du coup, autour de la mémorisation, pas plus de projets que ça pour l'instant, vu que j'ai d'autres projets en vue. Bah écoute, on se dit à bientôt pour un épisode, pourquoi pas sur l'Infinity Trail et ton retour d'expérience. Avec grand plaisir pour le coup. Merci beaucoup Loïc. Merci à toi. À une prochaine.